Fred Savard avec vous pour ce 32e épisode qui sera un épisode avec plein de choses disparates. Je suis de retour d'Ottawa. J'étais au congrès de l'ACFA. Cet épisode-là va être présenté la semaine prochaine. C'était vraiment, vraiment passionnant. Discussion sur comment la science peut mieux investir les décisions politiques. Il y avait Alexandre Cloutier, il y avait Isabelle Lacroix qui est vice-doyenne à l'Université de Sherbrooke. Bon, il y avait plein de monde, vous allez voir. Là. La semaine prochaine, j'ai très, très hâte. Première expérience à l'ACFA, j'aurais aimé rester plus longtemps, mais j'ai eu du bon temps à Ottawa. C'était très, très, très plaisant, très, très stimulant aussi. Pour la suite des choses. Alors aujourd'hui, il va y avoir Philippe Lambert, directeur artistique de La Licorne, avec Mathieu Bellil qui vont être là pour nous présenter la prochaine saison de La Licorne. On va discuter théâtre et je crois que Mathieu est impliqué dans cette saison théâtre. On va en apprendre un peu plus tantôt. On va avoir aussi Lucas Bergeron qui est jeune chercheur, auditeur de la balado qui m'a écrit pour me parler de son projet de recherche qui est assez original à mon avis. On va donc présenter sa démarche tout à l'heure. Coralie Laperrière va venir tout de suite après cette petite intro pour une nouvelle chronique. Puis on va vous présenter aussi les détails pour acheter les billets pour notre spectacle d'humour. On est en train de bâtir ça. Je sais pas si ça va partir en tournée, si ça va être une courte expérience commune, mais ça s'appelle Le vieil homme et la mer. C'est présenté au Minifest à Montréal. On va vous donner tous les détails tantôt. Et à la toute fin, petite surprise, c'est le retour de Ludovic Savard, cet adolescent qui est mon fils aussi, accessoirement. Pour un petit projet qu'on a créé à partir de sa première apparition, vous vous rappelez, suite à cette chronique de Jean-François Lisée. Il était venu nous témoigner de ce qui se passait à son école secondaire, sa relation avec la culture québécoise. Mais ça a fait germer une idée et c'est ce qu'on va vous présenter à la toute fin de l'épisode. Et il y aura Hélène Faradji, c'est vrai, j'avais oublié, on organisait ça à la dernière minute. Hélène Faradji, elle n'est pas en chronique parce qu'elle est bien occupée avec son maudit festival à Québec. On va en parler, bien sûr. Mais elle est à Cannes. Alors, on va la retrouver à Cannes. Puis c'est pas vrai que c'est juste de sa faute. C'est que les horaires avec aussi la nouvelle mission de mobilisation des connaissances, de partenariat, ben, ça a comme bousculé un peu l'horaire habituel de la balado. Mais on a des belles nouvelles à vous annoncer pour la saison 7. Une belle nouvelle pour les gens de Québec, entre autres. Alors voilà, c'est ce qui vous attend pour ce 32e épisode. Merci, encore une fois, d'être à l'écoute. Bon épisode. Glou, 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 Coralie Laperrière. Glou, 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 glou. On a entendu des petits bruits. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Fred. Oui, alors, vous nous avez préparé une belle chronique, puis après ça, on va annoncer des choses. Yes! Mine de rien, ça paraît pas, mais parce qu'on n'a pas tant que ça écrit ensemble encore, mais on travaille ensemble, oui! Non, on a commencé à écrire. Moi, je réfléchis énormément. C'est très mystérieux, tout ça. Oui, ça va être le 19 juin, mais on va en reparler. Parce qu'avant, vous aviez envie de parler de... Ben, en fait, j'aimerais ça. C'est l'été qui arrive, puis j'ai soif de pragmatisme, Fred. J'ai soif, pas le même que celui de Gabriel Nadeau-Dubois. Lui, il a l'air d'utiliser le concept pour nous dire « Vous êtes pas écœurés d'être de gauche, bande de pauvres! » Là, c'est pas que je dis que Gabriel Nadeau-Dubois a des mauvaises intentions. Non. C'est juste que je trouve pas ça normal qu'il se bat plus pour le poste de premier ministre que François Legault se bat pour le 3e lien. C'est juste ça. Et peut-être même de poste de premier ministre du futur. Point. T'sais? Puis là, je sais, ça prend bien une anarchiste d'extrême gauche pour dire « Nah, check le niaiseux qui va être au gouvernement. » Mais c'est juste que je pense que les gens qui veulent le plus le pouvoir, c'est à ceux à qui on devrait pas le donner. Tout à fait. Tu sais, c'est un enfant qui insiste pour avoir un chien, faut pas le croire quand il dit qu'il va bien s'en occuper. Non. C'est vraiment ça. Je suis un peu de mauvaise foi face à Gabriel Nadeau-Dubois, je l'avoue. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand plusieurs femmes disent qu'un homme et sa garde rapprochée ont des comportements problématiques, je les crois. Féministe radicale. Mais là, notre petit Gabi Andy, il y a un projet, la déclaration de Saguenay pour un programme, entre guillemets, pragmatique et simplifié de Québec solidaire pour être un parti, entre guillemets, du gouvernement. Oui. Mais j'ai lu dans la presse qu'en ce moment, le programme de QS préconise de placer la grande industrie forestière sous contrôle public, voire la nationalisation complète, alors que la déclaration Saguenay reconnaît le rôle central de l'industrie forestière dans l'épanouissement économique de plusieurs régions du Québec. Ouais. C'est ça, le pragmatisme. Oui, c'est ça.
mais moi, dès que tu reconnais le rôle central de l'industrie, je débarque du projet. Ouais. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire, hein? Et évidemment que l'industrie joue un rôle central. Ben oui. On est dans le système capitaliste. C'est ça le problème, oui, en fait. c'est ça, c'est exactement. Puis c'est comme si tu me demandais, puis toi, comment tu gères ça, un budget? Ben, je commence par reconnaître le rôle central de l'argent dans mes finances. Non, mais sérieux, c'est quoi le problème avec le problème de QS en ce moment? Je le vois pas trop, à part que selon moi, il va pas assez loin. Ouais. Le problème de QS, oui, il est lourd, mais comme l'état du monde, là. Tu sais, il me semble que de proposer plein d'idées qui sortent de la boîte pour plein d'enjeux majeurs, c'est de ça qu'on a besoin, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois veut transformer Québec solidaire en parti libéral du Canada. Tu sais, je pense qu'il veut que les militants boivent le même Kool-Aid que Stephen Guilbeault. Tu sais, si ça continue, pour vrai, je pense qu'il va dire que Québec solidaire, c'est un parti de centre-gauche. Ah oui. Ça, et les partis centristes, il faut s'en méfier. Oui. Particulièrement ceux qui se disent de centre-gauche, parce que quand tu grattes, ils sont jamais de centre-gauche. Oui, puis qui t'essaie Ils sont de d'impressionner? centre-droite. Oui, exactement. Puis je comprends pas quand on dit centre-gauche, qui on essaie Ben d'impressionner. non, c'est ça. Non, non. Les centristes, les droites, la gauche. Non, Tu sais, non, c'est non, non. personne. Puis j'ai l'impression que de dire que Québec solidaire a besoin de virage pragmatique, c'est de sous-entendre que la gauche manque de pragmatisme. Puis je suis tellement tannée qu'on dise ça. Tu sais, c'est quoi la droite qui nous fait foncer dans un mur à toute vitesse? Ça, c'est pragmatique. Tu sais, sérieux, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? À part le fait qu'on peut commander et recevoir un ring light en moins de 24 heures grâce à un livreur Amazon toujours sur le bord de faucher un cycliste. là. Je sais pas, face à la crise climatique, à la crise du logement, de la pauvreté puis au féminicide, ça prend des idées innovantes. T'sais. On peut pas faire comme Justin Trudeau puis juste continuer de travailler pour être toujours en processus d'être en train de continuer à travailler pour l'avenir du continu. Et la t'sais. classe moyenne. Et la classe Et moyenne. le Canada fort. Et le Canada fort. Faut que il te manque un petit accent. Ben, je suis pas imitateur. Moi, l'humour, là. Ouais, déjà, Bof. c'est bof. Ouais. Non, mais c'est que ça va tellement mal en ce moment. Moi, je pense que ça prend la vision. Puis, ils ont ça quand même, Québec solidaire, la vision. Bon, ils le présentent comme de la merde, mais ils en ont une vision. Puis moi, je pense qu'ils ont un problème de marketing, pas de pragmatisme. Ah ouais, t'sais. hein? C'est pas une solution à long terme de mettre de l'eau dans son vin puis attirer le vote du PQ. Ouais, là. ouais. Puis en plus, quand ils perdent des votes, ça va pas au PQ, ça va au Parti libéral du Québec. Oui, mais Éric Duhem, il dit que ça va au Parti conservateur. Ah oui? Ouais. Puis j'ai entendu Jean-Marc Léger, le sondeur, Oui. qu'Éric Duhem a raison parce que les extrémistes, ils aiment les extrêmes. Fait que ceux qui sont tannés à Québec solidaire, Ouais. les extrémistes, ils sont anti-État, fait qu'ils s'en vont naturellement vers le Parti conservateur. Oui, mais après ça, c'est drôle parce que Pierre Poilievre, il a attiré du monde de gauche. Je sais pas comment. Ah Ben, ouais? du monde, ben, peut-être pas du vrai monde de gauche, là, du Ben, monde. comment tu peux être vraiment à gauche puis voter Poilievre? C'est l'anti-establishment, je pense. Mais c'est pas. Non, tu sais, Jean-Marc c'est Léger pas a du. raison. Je pense pas que Jean-Marc Léger a raison. Mais Je pense que les gens anti-système ne votent pas. moi aussi, je pense. Moi aussi, je pense. Puis c'est ces gens. Je pense que c'est les gens qui votent pas en ce moment qu'il faudrait que Québec solidaire amène. Ouais. Moi, je comprends pas déjà pourquoi on considère que la droite a des bons arguments. Ben- Pourquoi on fait comme si la droite avait des bons arguments puis qu'elle disait des choses sensées. Écoutez, des fois, je pense qu'elle peut être censée quand même. Sinon, elle ne rejoindrait pas. Il faut quand même que ça résonne quelque part. Ça résonne dans la peur. Puis ça résonne dans des sentiments qu'il faut pas écouter. Moi, mon psy, il me dit que quand t'es anxieuse puis que t'as peur, Ouais. faut pas que t'écoutes Moi, non, je ça comprends. nécessairement. Je Tu sais. comprends. Tu sais, pour eux, tous les problèmes du monde, c'est à cause de l'immigration. Ah D'ailleurs, non, mais ça, oui. Cela dit, c'est pas tous les gens de droite qui disent ça. mais tous les La partis droite de identitaire. droite. Oui. En ce moment, Oui. qu'on a. tu sais. Oui. Puis, Parce qu'il y a une droite économique qui en veut plus d'immigration. oui, c'est vrai. Oui. Il y a, la droite du Parti libéral Vous du êtes très Canada. caricatural dans votre façon de. Moi, Je c'est sais. sûr que je vieillis. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis le vieil homme. Je suis la mère. Mais fait que moi, je suis quand même. J'ai l'expérience d'entendre tous les discours et de séparer le. Mais j'ai plus d'amis de droite que vous, Fred. Probablement. Mais moi, en fait, vous avez plus d'amis que moi. Mais c'est ça. Point. Puis je sais qu'ils ont pas raison. C'est ça l'affaire. Je sais qu'ils disent des choses insensées. Non, mais tu sais, comment on peut dire que tous les problèmes du monde sont causés par Ben l'immigration non, puis que mais ça soit c'est ça. censé? Ben non, ben non, ben non. D'ailleurs, cette année, les allergies sont plus fortes. Hein? Puis ça, c'est à cause de l'immigration. Ben oui, il y ça. a même plein de pollen dans Ben les oui, valises. exactement. Mais je comprends pas pourquoi c'est vu comme pragmatique de dénoncer les... C'est pas vu comme pragmatique de dénoncer les affaires qui fonctionnent pas, on Ouais, dirait, ouais, pour la ouais. gauche. Tu sais, Ouais. faudrait dénoncer plus ce qui fonctionne pas, comme le système capitaliste, les gouvernements, les laveuses qui partent des tunes de 3 minutes. Non, mais la crise climatique devrait nous inciter à faire de la décroissance puis du low-tech, mais à la place, les ingénieurs transforment les électroménagers en AirPods. C'est super. Non, mais j'ai l'impression que la politique en ce moment, partout dans le monde, c'est plein de bonhommes qui sont convaincus que s'ils continuent de rien faire, ça va bien aller. Ça va passer. Oui, ça va passer. C'est comme une tempête. Non, mais les dernières personnes que j'ai vu croire en de la bullshit de même, c'est les gens qui trippent sur la diète keto.
puis qui sont pas épileptiques. Là. Non. Pour les épileptiques, c'est correct. Oui, c'est ça, là. Mais sinon, plus les problèmes sont réels, plus ça demande des actions concrètes, plus la droite fait de l'évitement puis détourne les problèmes avec une diversion, je trouve. Tu sais, moi, mes parents avaient la même tactique quand j'étais jeune. Ils s'engueulaient tout le temps, ils étaient pas prêts à adresser les problèmes de leur relation, fait qu'ils m'ont amené 4 fois à Disney. OK, vous avez eu une enfance quand même relativement bourgeoise. Bourgeoise, mais compliquée. OK. Ça, on en reparlera, Oui, on en là. reparlera. Mais sinon, le champ de la compétence de la CAQ et de la droite en général, je le trouve très limité. Hein? Un peu comme les champs de compétences d'un magicien. Tu sais, un magicien, ça peut te faire disparaître un lapin, mais juste dans un chapeau. Hein? La CAQ peut faire disparaître des problèmes, mais juste s'il n'existe pas. Genre le lobby trans ou le trafic à Québec. Tu sais, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, la droite s'attaque aux drag queens, là. C'est parce qu'ils sont incompétents. Tu sais, moi, by the way, le seul beef que j'ai avec les drag queens, c'est la pollution de microplastique à cause des glitters. Puis le fait qu'elle marche mieux que moi en talons hauts. Ça, je trouve ça fâchant. Quand même. Tu sais, moi, je suis née... Je vous reconnais aucune prétention de pouvoir marcher en talons hauts. Je suis désolé. Là, Non, mais j'aimerais ça avoir des meilleures rotules quand même, en général. Ok. Je suis jalouse de leurs rotules. OK, ouais, j'avoue. Mais sinon, Rita Rotule, Rita Rotule, ça oui, pourrait être un bon c'est personnage. vraiment un bon nom de drag queen. Je le prends. OK, non. Mais à un moment donné, on pourra pas juste ignorer la crise climatique, la crise migratoire. On pourra pas juste ignorer la pauvreté, tu sais, en se tassant sur le trottoir quand quelqu'un nous demande du change en disant « Ben voyons, plus personne n'a de change depuis la pandémie. Hein? Tu parles d'un métier sans avenir, le sans-abrisme. » Non, mais ça n'a pas de sens que collectivement, on accepte que nos politiciens disent la sauce de même. Puis là, je sais qu'ici, au podcast, on critique ouvertement la droite, mais si on était sérieux, on marcherait sur le Parlement, Fred. C'est vrai. Moi, j'ai pas envie de respecter l'opinion de mes adversaires. Comme, bien honnêtement, le monde de droite puis les pétro-masculinistes, c'est des épais. Selon moi, ces gens-là ont tort, je vais pas faire comme s'il y avait des bons points. Mais sinon, je me demande, Pierre Poilievre, là, il va-tu utiliser du pragmatisme quand il va être élu? Tu sais, il va faire quoi pour le réchauffement climatique? Tu sais, quand il va avoir des feux de forêt, des inondations, il va manger une pomme en blastant du Tragically Hip jusqu'à ce que ça passe. C'est ça, le pragmatisme? Je me pose des questions. Puis, je me demande pourquoi c'est la droite qui est vue comme pragmatique dans notre société, alors qu'elle est complètement déconnectée. François Legault s'est encore fait pogner sur la question du loyer à Montréal. Oui, tout à fait. Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est bien la preuve qu'il n'y a aucun ami dans la classe moyenne, hein, parce que moi, je me cherche pas d'appart, mais je les connais, les prix des apparts. Ouais. Tu sais, je les vois, mes amis sur Facebook qui écrivent « Allô, je me cherche un appartement, si possible en bas de 1000 $. Si possible, j'aimerais ça garder mes 2 reins. » Mais tu sais, voir que François Legault sait toujours pas c'est quoi le prix d'un loyer moyen à Montréal, alors qu'il avait eu l'air fou avec Manon Mancé il y a 3 ans. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi il y a personne dans son équipe qui est payé pour faire « OK, François, pense vite, combien le prix du loyer à Montréal? Ouais. Hein? Combien de pain de lait? Puis la poutine a été inventée où? » Question piège, on part pas de chicane dans le centre du Québec. Sinon, la droite vit dans un monde de licorne, selon moi. Hein? Récemment, on apprenait qu'Hydro-Québec a enregistré une baisse de 655 millions suite à la diminution des exportations d'hydroélectricité causée par un hiver doux et une baisse marquée de l'eau dans ses réservoirs. Ça, je vous avertis, c'est la phrase la plus intelligente et informée que vous allez entendre de la part d'un humoriste dans un podcast cette année. Mais pendant ce temps-là, Fitzgibbon s'engage à fournir de l'électricité à n'importe quel projet énergivore dont le PDG a un permis de chasse aux faisans. Puis la CAQ se dit « Mais oui, ils vont en avoir dans masse l'électricité, hein? On va construire plein de beaux barrages, des parcs éoliens, puis des panneaux solaires directement sur les milliers de garderies qu'on promet depuis 8 ans. » Ça va arriver. Et du nucléaire. Et du nucléaire. Ça prend pas juste 15 ans à partir, cette machine-là. Ben non, on va faire ça en claquant des doigts. Mais les beaux projets de méga chantiers de la CAQ, là, les barrages, les centrales, le 3e lien, ils vont construire ça avec quels travailleurs? Tu sais, ceux qu'on a de la misère à trouver pour construire des logements ou ceux qu'on accuse de nuire aux Français? Je suis juste curieuse. Tu sais, est-ce que la CAQ pense que l'interdiction des toilettes mixtes dans les écoles publiques, ça va renforcer les stéréotypes de genre et permettre à des milliers de petits gars de lâcher l'école à 16 ans pour travailler en construction? C'est ça! Ah, c'est peut-être ça, la stratégie. C'est peut-être ça, la stratégie. Ouais. Renforcer les gars dans pas aimer l'école. Ça, j'ai rien, là. Non, mais comment ça, la CAQ pense qu'on est capable de construire des nouveaux barrages en 2024? On n'a même pas été capable de finir l'îlot voyageur à Montréal. On peut pas faire des projets d'envergure en ce moment au Québec. On a de la misère à instaurer le compost. Genre. Puis le plus absurde, c'est que la CAQ pense être capable de construire des nouveaux barrages
avec un gouvernement de la CAQ. Ça, c'est vraiment des loulous. Là. Ouais. Puis au lieu de prévoir des barrages, la CAQ devrait prévoir le camion de déménagement quand ils vont perdre les élections puis décider qui va payer la pizza. Puis Québec solidaire, ben, je leur souhaite vraiment de pas se diluer pour gagner. Parce que c'est pas que les idées sont mauvaises, c'est qu'ils les défendent mal. Pour attirer le monde de la droite, ils devraient juste présenter la gauche comme un grand projet de rénovation. Tu sais, ça pogne les émissions des rénovations ces temps-ci. Tu sais, ils pourraient juste comme prendre une voix de bonhomme là, qui regarde un chantier en disant « Là, ici, tu vois, là, on va tout refaire l'économie. » Hein? Les gars qui sont passés ici avant, là, ils ont fait ça tout croche. Ben merci, Coralie Laperrière. J'aurais voulu qu'on revienne sur la petite polémique de QS, oui. Mais vous avez tout résumé. Où je me situe, moi aussi, par rapport à ça. Puis, ben, il y a eu un sondage récemment de, justement, M. Léger, on en parlait tantôt, puis ils ont perdu 6 points chez les femmes, quand même, de 18 à 34 ans, ce qui est énorme. Fait que moi, je pense que c'est surtout au niveau... Fait que ça se peut-tu que les femmes, ils croient pas trop aux féministes de QS? Ben, c'est ça, tu sais, exactement. Puis moi, je pense qu'un parti féministe, en 2024, ça devrait être un parti qui est représenté par une femme, là, tout simplement. Ouais. Parce que faire un gars, une femme... Je comprends, là, qu'il y en a qui veulent garder les deux porte-paroles, là, puis mon chum, il me niaise tout le temps avec ça. Je dis, je veux pas de co-porte-parole masculin, puis il est comme, mais tu l'aimerais, Guillaume Clichy-Rivard? Je suis comme, ah oui, je l'aime, Guillaume Clichy-Rivard. Il a tout le temps un soude trop grand. Oui. Il ressemble à un vieux péquiste des années 70. Je l'aime bien, Guillaume. Ouais. Mais je pense que à cause qu'il y en a deux, ça va toujours reproduire notre système hétéronormatif. Là, ça fait quasiment comme un couple, puis la femme est à côté, puis elle supporte le gars. Fait que je pense que dans tous les cas, ça devrait être l'homme qui supporte la porte-parole féminine, qui est à la position pour être première ministre. Je trouve que la meilleure sortie publique qui a été faite de la part des candidats, c'est Sol Zanetti qui l'a faite quand il a dit que la meilleure avancée de Québec solidaire, c'est Manon Massé qui a réussi à passer de 3 députés à 10 députés. Puis Gabriel a perdu Émilise au député quand il était là, puis il a gagné quoi, deux personnes de plus, puis Guillaume Clich qui est arrivé après en élection partielle. Fait que moi, je comprends pas pourquoi on pense que c'est Gab qui va nous amener un gouvernement, alors que clairement, il nuit au parti, alors que Manon Massé, puis quand on a des idées authentiques, puis un peu fofolle, puis Catherine Dorion, ça amenait vraiment comme une espèce de courage puis un engouement pour Québec solidaire. Fait que moi, je trouve que si Gabriel Nadeau-Dubois tenait vraiment à ce que Québec solidaire soit un gouvernement, il quitterait. En fait, ça serait peut-être la meilleure façon d'être pragmatique. Ben oui. Si on veut aider le parti. Ben oui. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus, Coralie. Merci. Bon, là, avant de vous laisser aller, il faut parler du 19 juin. Nous serons en spectacle. Nous serons au spectacle au Minifest. Au Minifest, là, on a dit pendant plusieurs semaines, c'était le seul festival d'humour. Ben non, Comédia va avoir sa version Montréal. Mais c'est le seul festival d'humour de gauche. Exact. Et nous, on va faire de l'humour de gauche. Autogéré. Voilà. Et là, vous m'avez un peu convaincu. C'est vous qui m'avez écrit à un moment donné. Vous m'avez dit, hey, ça te tendu qu'on fasse une demi-heure chacun au Minifest? J'avais peur. Mais j'ai quand même dit oui. Oui, alors, je vous ai poussé dans la gueule du loup. Voilà. Alors, ça s'appelle Le vieil homme et la mer. C'est le 19 juin. C'est à 21h30. Au Bistrot Sainte-Catherine. Bistrot Sainte-Catherine. Les billets sont déjà en vente. Si vous allez sur le site du Minifest, je vais mettre évidemment le lien directement dans l'infolettre. On sera aussi à Comédia le 22 août. Oui. À la Pyramide. À la Pyramide de Sainte-Foy, au Comédia Club. Voilà. Alors, puis ça, après c'est à 19h. Oui, venez nous voir. C'est pas très cher, je pense que c'est 20$. C'est 20$. Au Comédia, j'avoue que je sais pas, mais au Minifest, c'est 20$. Puis les retombées, les profits, ça s'en va 65% dans nos poches, ce qui est très bon. Puis le reste, ça s'en va... Nettement mieux que Juste pour rire à l'époque. Oui, puis ça va directement le reste dans le Minifest. Alors, quand on aura les détails pour pour Comédia Québec, on vous les partagera, mais dans l'infolette, donc la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur lefredsavard.com et vous aurez tous les détails pour venir nous voir au Minifest. On va parler de théâtre. Philippe Lambert, bonjour. Salut. Vous n'êtes pas seul. Mais non. J'ai mon penseur en résidence avec moi. Je le traîne partout. Là, vous êtes là. La dernière fois que vous êtes venu, on a parlé d'une pièce en particulier. Là, on va parler de la saison qui s'en vient. Exactement, qui a été lancée le 13, le lundi 13, au La Tulipe, en face de la Licorne, devant 400 personnes. Oui, voilà. Et vous avez choisi la balado. En fait, vous avez choisi de débourser des sommes gigantesques. Exact. Pour venir parler de la prochaine saison. Mais là, c'est le fun parce que Mathieu Bellil, vous êtes là. Ben oui. Bonjour, Fred. Puis ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu.
Ben oui, ça fait un petit bout. Vous êtes très occupé. Oui, mais je vous ai pitché les sujets. Vous n'avez pas l'air. Ça dépend. Ça vous tentait pas. Ben, c'est qu'il y avait le calendrier spécial cette année avec les partenariats. Vous êtes Il y a des très en choses demande déjà maintenant. prévues. Ouais. Mais de toute façon, là, la saison n'est pas finie. On va vous retrouver en chronique éventuellement avec les sujets que vous m'avez envoyés. Ou de nouveau. Ou de nouveau, parce que, écoute, moi, je suis comme un couteau suisse. Ça sort. Oui. Toutes les options sortent. Mais de toute façon, je dois faire cette confidence que ma fin de session est costaud. Oui. Et que finalement, ça fait pas non plus... c'est ça. C'est ce que je chantais. Vous êtes partout. Mais non, mais Fred, je vous ai envoyé 4 sujets. Je sais. Bon, mais Caroline, je dis, j'aime pas ça. On en parlera après. Parce que là, on parle de la licorne. Oui, c'est vrai. Bon, Philippe Lambert. Et pourquoi je suis... Moi, je suis... c'est ça, je suis penseur en résidence. Ouais. Vous savez, j'ai une phrase... ma blonde, elle m'a dit « penseur en résidence ». Elle dit « Mathieu, t'es rien que ça, un penseur en résidence. Dans la maison, tu fais rien que ça tout le temps, c'est fatigant. Tu parles... » Elle dit... Parce que moi, avant d'écrire mes livres, je les parle. Peut-être qu'elle a envie d'avoir aussi parfois un époux en résidence. Oui, c'est ça. C'est elle qui m'a appelé, silence en résidence. Le silence en résidence. Elle m'a dit, tu peux-tu le prendre pour un an? C'est ça, prends-le en tutelle, quelque chose. Ça. Bon, là, attends, Philippe Lambert, là, je veux savoir, on vous a, là. Vous êtes à la tête de la licorne. Exactement. Comment on monte une saison? Ça, c'est intéressant. Et en fait, c'est quoi la temporalité? On se prend combien de temps d'avance? Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu partout dans le monde voir d'autres pièces? On attend-tu que les demandes arrivent? Comment ça marche? Ben là, on est justement, là, moi, du moment que j'ai lancé cette saison-ci, je suis déjà dans 25-26. Fait que là, on est vraiment dans... En fait, je suis dans le cœur, je lis plein de choses. Ouais. Je vais aller au Festival d'Édimbourg au mois d'août, d'ailleurs, pour... continuer à développer ce lien-là qu'on a depuis longtemps avec l'Écosse. Est-ce qu'Édimbourg, c'est un festival de théâtre? C'est le Fringe d'Édimbourg qui est immense, qui est un peu le Avignon, mais aussi musical, alors c'est encore humour plus gros, aussi, humour un peu, fait que ça c'est... Fait qu'on reçoit aussi beaucoup de projets, fait que là je suis vraiment là-dedans. Je choisis en premier lieu nos 2 productions, parce que nous, comme la manufacture qui est la compagnie qui gère la licorne, on a 2 productions, des fois 3 à programmer. Fait que là, je suis là, j'ai déjà dit oui à un projet pour 25-26, puis là, il y en a un deuxième qui attend. Qui est bien avancé. J'ai invité aussi une compagnie à venir en 25-26 déjà. Fait que il y a une reprise du spectacle de Jean-François Nadeau qu'on a présenté dernièrement, les 2 clowns... Oui, c'est ça. Un tabac. Sur la filiation. Père-fils. L'absence du père qui fait en sorte qu'on devient, ou en tout cas qui questionne, est-ce que c'est le lien direct vers pour devenir un clown? Pour ceux qui utilisent l'humour, par exemple. Mais ça fait un tabac, ça a été vraiment incroyable. Puis c'était ces deux grands maîtres qui ont joué au Cirque du Soleil. Donc ça, on va le reprendre. Ça a été un gros succès. Fait que je te dirais, c'est un ensemble de réflexions. C'est très instinctif parce que avant tout, c'est le feeling que je ressens quand je lis. Puis on base nos choix, nous, à la licorne, sur la dramaturgie. Fait que c'est les textes avant tout. C'est ça la mission, entre guillemets, j'allais dire. Est-ce qu'il y a une mission particulière? Pas de mission, mais une espèce de mandat qu'on s'est donné. Des fois, c'est le théâtre féministe, le théâtre québécois, le théâtre de création, le répertoire. C'est les textes contemporains. OK. Souvent, donc, québécois, mais aussi d'Europe du Nord anglophone. Ça commence à quelle année, ça, le contemporain? En fait, c'est qu'ils n'ont jamais été présentés. Ah, voilà, c'est ça. C'est inédit. Inédit en traduction. C'est ça. C'est ça qu'on se donne comme mandat. Des fois, ça peut être une adaptation, une relecture, mais c'est vraiment inédit. Là, pour 24-25, vous reviendrez l'an prochain pour 25-26. Exactement. Pour 24-25, qui va commencer l'automne prochain? Exactement. Fin août. Il y a combien de productions? Il y en a 11. OK. C'est ça. Je vous écoute, allez-y. On a 2 salles. Une salle de 185 places puis une salle de 100 places. Les 2 sont intimes parce que c'est souvent ça aussi. Les gens qui vont moins au théâtre puis qui ont une idée du théâtre un peu TNM ou grande salle, ils se doutent pas du pouvoir de l'intime au théâtre puis du rapport scène-salle. Et nous, les premières rangées, là, ils sont on est directs là, devant. Tu le sais. Oui, tout à fait. Alors, ce rapport-là, donc, puis une deuxième salle de 100 places. Fait après ça, c'est de décider, en partant l'année prochaine, on reçoit une compagnie de Québec, une Théâtre Nouveau Parking, qui ont présenté un texte espagnol, Le garçon de la dernière rangée, qui est vraiment intéressant, qui a eu même une adaptation au cinéma de François Ozon avec Lucchini sur le rapport. Toi, tu vas aimer ça, Mathieu, c'est le rapport à l'écriture, c'est jusqu'où l'art...
on peut aller, où ça devient un peu du voyeurisme. Oui, mon Dieu. C'est un professeur qui trouve que son élève écrit des choses un peu bouleversantes, surprenantes, parce qu'il espionne ses voisins. Fait qu'il raconte ou il imagine la vie de ses voisins. Jusqu'où on peut aller en fiction. Exactement. À partir de la réalité. Oui. Fait que ça, j'ai hâte parce que c'est un spectacle qui a été présenté à Québec qu'on reçoit. Ça fait partie aussi de notre mandat, de notre ouverture. On reçoit aussi un texte. Est-ce qu'il y a des échanges de services? Je dis échanges de services. Après ça, est-ce qu'il y a des pièces créées à la licorne qui vont aller à Québec éventuellement? J'imagine que oui. C'est comme un dialogue. Oui, ça arrive. Nous, on va en tournée aussi, la manufacture. D'ailleurs, 2 femmes en or qu'on a créé l'année prochaine, qui a été un gros succès. On fait une tournée d'à peu près 50 spectacles partout en région. Puis ça, je trouvais ça intéressant de venir à la balado parce que t'es diffusé partout. Dans toute la francophonie. Fait que d'octobre 24 à mars 25, on va être partout au Québec. Puis on fait un arrêt au TNM, justement, pendant 6 représentations. Mais c'est super qu'elle nous a invités. Parce que fondamentalement, ça, après avoir fait presque 60 spectacles à la Licorne, moi, il faut ouvrir. Oui. Je pense que ça arrive souvent. Ça arrive souvent dans votre histoire récente qu'il y a des shows qui ont commencé à la Licorne, qui sont partis après ça. En tournée, oui. Puis, mais à Montréal, de plus en plus, il y avait un article dans Le Devoir, justement, en fin de semaine, sur les reprises. Oui. Comment on gère un succès, puis comment les théâtres s'ouvrent de plus en plus, comme du CEP aussi. Ils offrent des reprises comme 5 balles dans la tête. Raymond Cloutier va être content. Lui qui se plaignait que les pièces durent. 30 ans, il y avait déjà ce discours-là, mais il avait raison fondamentalement. Dans le beau milieu, je pense, c'était un petit pamphlet qui avait écrit. Il y avait une émission de radio à l'époque aussi. C'est comment notre système fonctionne. Voilà. Alors, la différence entre un succès puis un show qui fonctionne peut-être moins bien, il n'y a pas vraiment de différence. Autre pièce? Une pièce, une de nos productions, c'est Julie de Sariane Cormier. Ça, c'est une pièce qui revisite la disparition de Julie Surprenant. Ah oui! Puis ça va faire 25 ans en novembre. Donc, puis Sariane Cormier faisait partie de son groupe d'amis. À Julie Surprenant, en secondaire 5. Donc, elle a retrouvé ses amis il y a quelques années, puis l'idée de cette pièce-là, qui ne sera pas du documentaire, qui est vraiment une fiction basée sur ce qui est arrivé, sur c'est quoi l'effet d'une disparition sur les trajectoires de vie, en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Puis à l'occasion du lancement à la Tulipe. Oui, tu étais là, Mathieu. J'étais là, puis il va falloir qu'on en reparle parce que c'était exceptionnel. Et quelque chose que j'avais jamais vu. Mais il y avait une des actrices qui a joué une scène. Lina Kelef. Qui était absolument extraordinaire. C'était quelle actrice qui est une toute jeune actrice qui a jamais encore. Premier rôle au théâtre. Son premier rôle au théâtre. À la télé. Mais c'était vraiment exceptionnel. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est rare que ça arrive, mais quand on dit Julie Surprenant, j'ai la photo dans ma tête. Ouais. Il y a comme une photo, je pense, de finissante, là, ou quelque chose. Exactement. C'est rare. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais puis dans le nom, il y a quelque chose aussi peut-être qui reste. Il y a une proximité, oui. Puis, mais c'est une très belle proposition, vraiment. Puis... Philippe, qu'est-ce que le théâtre peut apporter? Tu sais, parce que ces événements-là sont souvent extrêmement médiatisés, d'une façon parfois superficielle, ou parfois on s'arrête beaucoup à l'aspect criminel. Mais là, le théâtre permet sûrement une immersion de l'autre côté, en fait, de ces drames-là, qui sont quand même plus fréquents sont quand même toujours... Il y a toujours des disparitions, malheureusement. Le théâtre est vraiment un médium intéressant pour réfléchir, je pense, à ce type de à l'aspect humain, surtout. Oui, voilà. Je pense que c'est ça. Puis quand Sariane m'en parle, puis quand elle me disait, par exemple, qu'il y a un de ses amis qui était le dernier à avoir vu Julie, il passait en voiture sur le viaduc, puis il l'a vu marcher. De facto, il devient le suspect numéro 1. Puisque le dernier qui l'a aperçu. Alors, il y a une scène, justement, où il se fait interroger, puis il va même se faire hypnotiser pour essayer de voir s'il peut donner quelques informations. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que puis Sariane, ce qu'elle a envie, c'est de replonger, puis de voir c'est quoi humainement... Comment ils ont vécu ça, puis de le transmettre, puis avec beaucoup d'humour. Peut-être se libérer aussi. Je sais pas, là, mais... Non, je pense que c'est la transmission. C'est l'amour qu'elle avait pour
tous ces gens-là, ces amis-là. Il y a sûrement aussi un deuil, parce que ce qui est très bizarre dans cette histoire-là, c'est que on n'a jamais su, dans le fond, ce qui est arrivé à Julie. Elle n'a jamais été retrouvée. En général, dans toutes les histoires, puis là, je pense on est cette année dans une terrible série noire au Québec de féminicide. Je pense qu'on est rendu au 13e là, en date d'aujourd'hui. Puis pour moi, il y a quelque chose là de complètement inexplicable. Mais là, c'est qu'on ne sait pas où. On ne sait pas, puis j'imagine qu'il y a des hypothèses plus plausibles que d'autres. Mais j'imagine que parce que le théâtre, il y a quand même il y a un rapport dès l'origine à la mort, à la perte, à la fatalité. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça qui joue, cette espèce, chez Sariane, ce besoin de boucler quelque chose ou... Ça, faudrait lui demander. Je pense pas qu'elle est vraiment assez concrète. Elle est vraiment dans un rapport de c'est quoi les humanités. Tu sais, comme la sœur, par exemple, c'est comme si elle dit elle a perdu son prénom. Elle est devenue la sœur de tout d'un coup. Son chum aussi. En tout cas, il y a plein de donc, c'est plus quelque chose, un résultat possible de la pièce, mais c'est pas nécessairement dans la pièce elle-même l'intention de... Il va falloir la voir, la pièce, tout simplement. Exactement. Sinon... Le show beige en janvier-février, qui est un spectacle. Un titre très vendeur. Mais ça, il y a une anecdote intéressante parce que c'est une jeune autrice, Camille Giguère-Côté, et elle nous a avoué au lancement, après avoir croisé Mathieu, que pendant la pandémie, pendant qu'elle écrivait cette pièce-là sur le beige de la vie, on peut dire, ça questionne un peu nos aspirations existentielles absurdes et maladroites. Et elle avait écrit à Mathieu, parce que tu avais écrit un essai sur la vie ordinaire. La vie ordinaire. C'est à cause de cet essai-là que Mathieu est ici, en fait. Ben là, non, parce qu'il est penseur à... Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, vous avez essayé pour un texte. Non, mais je me rappelle, je vous avais envoyé un exemplaire quand vous étiez à la soirée. Ah oui! Puis je vous avais écrit même, lisez le chapitre sur l'humour. Parce que j'ai un chapitre qui est assez décapant sur l'humour au Québec. Prédestiné. Voilà. Absolument. Mais en tout cas, je trouvais ça le hasard incroyable. Oui. Puis, elle te demandait conseil, en fait? Oui, c'est comme ça me disait, dans le fond, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le beige? Puis, sur la couverture du livre, il y a un homme seul dans une piscine hors terre. Puis, ce qui était très amusant, c'est que dans son... Je pense que l'image de la piscine est restée. Oui, tout à fait, tu l'as entendu. Oui, je l'ai entendu. C'est ça. Puis, alors, j'ai très hâte à ce show-là. Puis c'est une belle gang, là, Ariel Charret, Simon Lacroix, Raphaël Lalande, qui sont des... Simon et Raphaël. Irden Exantus. Et Benoît Drouin-Germain. Puis il y a une belle folie. C'est une pièce à tableau. Donc, des courtes scènes absurdes. C'est une comédie complètement assumée qui fait du bien. Je pense que ça fait du bien de rire de soi aussi. Elle rit. Puis c'est une fine observatrice du monde qui l'entoure. Fait que c'est ça qui m'a... On a une compagnie aussi... Là, il y a une section, parce que j'ai le programme entre les mains, il y a une section donc codiffusion. Exactement. Oui. Fait que là, et le Corde. Corde, c'est un texte mexicain. Une compagnie hispanophone Ludotech Art. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Puis la co-metteur en scène, Inès, qui a parlé au... Inès Adam Mozo? Oui, exactement, qui a présenté... Parce que, juste pour dire, au lancement de saison qu'on fait au La Tulipe, chaque artiste a 1 minute pour présenter leur spectacle. Oui. Et... Ce qui est beau, c'est la ferveur de nos abonnés qui sont 400 avec leur programme, leur crayon, puis qui prennent des notes. Moi, j'ai jamais... Pardonne-moi, Philippe. Non, mais j'ai jamais vu ça. Moi, je me rappelle que même avant l'événement, j'avais dit à Philippe, parce qu'il m'avait parlé de ça, j'ai dit, moi, ça m'impressionne. Des gens qui vont se déplacer pour un... Puis là, j'y croyais, mais je me disais, bon, peut-être qu'il y en a peut-être mis un peu. Non, c'était pacté de monde. C'est effectivement avec des notes. Puis là, ils applaudissent à chaque présentation, puis ils rient, puis tu sais, je dis, wow! Il y a des insides. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un autre théâtre à Montréal qui est comme ça. J'ai pas vu ça nulle part. On l'a développé. C'est quelque chose. C'est comme une culture. Oui, au fil des ans. La communauté. J'en parle tout le temps ici. C'est ça. La communauté de la licorne. Oui, puis tout à fait. Puis depuis plusieurs années, au début, on faisait ça dans notre salle, puis à un moment donné, il y a eu tellement de demandes, fait qu'on a déménagé là-dessus. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il y a un mot qui résume bien, c'est l'engagement. Puis quand tu parlais de comment on programme, moi, souvent, c'est à ça que je pense quand
quelle sensation ça me fait, cette écriture-là, puis comment ça m'engage, moi, en premier lieu, puis comment je peux, après ça, me dire, le public, ceux qui nous aiment, qui nous suivent, comment ils vont être engagés, comment ils vont être questionnés, remis en question, bouleversés, tout ça. Alors, ça, je trouve que c'est un mot qui revient... Prochain spectacle? Oui, c'est la compagnie de Vancouver, le Théâtre de la 16e, qui est une compagnie francophone à Vancouver. Et ils vont avoir 50 ans. Ils font un travail remarquable depuis plusieurs années. Oui, Mathieu, il y a du théâtre francophone à l'extérieur du Québec. Non, mais je le sais. Ça fait partie de... C'est un de nos mandats d'accueillir un spectacle canadien. Francophone, Oui, francophone hors Québec par année. Puis on a des liens privilégiés avec cette compagnie-là. Et c'est un spectacle que j'ai vu à l'automne. Spectacle solo? Oui. C'est son histoire, mais c'est un homme de 60 ans. Joey L'Espérance. Qui est né à Saint-Léonard avec son frère et son 2 frères. Ils ont grandi à Saint-Léonard. Lui est homosexuel. Il a dû déménager à Vancouver. Son frère est devenu trans, il est allé dans la scène drague. Puis, il raconte ça. C'est sûr que dans les années 60, avec un père très gaga, fait que c'est très, mais c'est tendre. C'était une autre époque. Oui, c'est un autre contexte aujourd'hui. Mais lui, il est formidable joué. Fait qu'il a écrit, puis c'est lui qui le joue. Puis la mise en scène est vraiment ludique, éclatée. Donc, on n'est pas dans un récit, disons, linéaire. On est dans quelque chose. Bon, là, évidemment, on épluche la programmation. On va mettre les dates sur le site Internet, évidemment. Dans l'infolette la semaine prochaine aussi. Là. Ne vous inquiétez pas à la maison. Je veux juste qu'on... à l'écoute, qu'on ait tout de suite une idée de la programmation. Oui. D'ailleurs, il y a aussi les 5 à 7 de la licorne, parce que ça c'est une belle porte d'entrée. Tout à fait. Puis ça, on a importé ça d'Écosse, justement. Eux autres, ils appelaient ça play a pint and a pie. C'est ça, play a pie and a pint. Fait que c'est sur l'heure du midi, c'est des courtes pièces de 50 minutes. C'est ça. Ils vont manger leur petite C'est pas une peinture, là. Non, Pinte, c'est pas une peinture, là. Fait que nous, on a importé ça, puis on l'a mis en 5 à 7 dans la salle de répétition. C'est une 60aine de places. Ça, c'est cool. C'est intime. C'est des courtes pièces. Des moyennes. Parce que c'est 50. C'est au moins 50. C'est 1 heure, entre 5h30 et 6h30. Puis tu as un petit snack, puis tu as une bière. Wow. Pour 27 $. Wow. Souvent, c'est une porte d'entrée formidable pour des gens qui freiquentent moins le théâtre ou qui ont une idée préconçue qu'il faut absolument porter un veston. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça, Philippe, parce que c'est une des choses... Il y a le cliché, on fait du théâtre. Oui. Ce que j'appelle souvent, depuis mon cours de cégep en sciences humaines à Saint-Hyacinthe, il y avait les théâtres. On les appelait les théâtreux, puis on les appelait aussi les théâtres Fais-moi jouir. Ah, c'est-à-dire au cégep. C'est parce qu'il venait souvent à l'Atrium, il déclamait. Un peu déclamatoire. Il était aussi jeune que nous, donc c'est extrêmement intense. Puis mais ce que j'allais dire, c'est que c'est pas ça, la licorne, on sent pas ce côté faussement pincé, guindé. On peut entrer là, on se sent à l'aise tout de suite. Mais je pense qu'il est rendu à Paris, ce théâtre-là que vous parlez, Mathieu. Il n'est plus tellement au Québec. On met des noms. Donne des noms. Non, je donnerai pas de nom, mais non, je dirais que ça existe encore. Tu sais, la jeune actrice qui a fait un extrait de Julie, puis elle, justement, c'est ça qu'elle remarquait aussi, puis ça fait toujours plaisir, parce qu'elle fait « Oh mon Dieu, c'est tellement sympathique, c'est tellement simple, le rapport est direct, tu parles au monde, puis ils réagissent, puis il y a ce rapport-là, c'est ça, il est beaucoup dans la simplicité. Puis Autre spectacle, Un navire délicat. Oui, très beau américaine, oui. Sur un trio, un couple, la veille de Noël, qui vont fêter Noël en amoureux, et l'ex et le meilleur ami de la fille retentit. Ah, mon Dieu. Ça, c'est bon. Avec une intention un Noël qu'on a tous vécu. Oui, c'est ça. Dans notre vie. On a des détails, Fred. Mais ça crée... Mais la forme est intéressante parce que la fille nous parle aussi. Donc, de temps en temps, elle s'adresse... C'est comme si elle se remémorait. Et ce moment-là qui l'a plongé dans plein de questions sur ses choix de vie, en fait. Fait que tout d'un coup, c'est comme si elle se disait, parce que lui, il vient lui avouer que son amour, que c'est la femme de sa vie, puis qu'ils devraient être ensemble. Et alors là, elle est avec son chum du moment. Là, tu viens de nous révéler un gros punch. Mais on le sait tout on le sait vite. OK, c'est ça. Fait que là, c'est ça que ça questionne. C'est nos choix de vie, le doute, le fait « Oh mon Dieu, je suis avec la bonne personne, j'aurais dû... » Alors, c'est une pièce à aller voir en couple.
Oui, c'est ça, pour mieux... Oui, puis c'est Véronique Côté, qui est une metteur en scène qui a travaillé beaucoup à Québec, qui travaille de plus en plus à Montréal, parce qu'il y a cet aspect-là aussi dont je parlais au lancement, c'est qu'il y a beaucoup de premières fois. Oui. Pour beaucoup d'artistes qui viennent présenter une mise en scène comme acteur, puis ça fait partie de première fois à la licorne. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais souvent, c'est juste une première fois, quasiment tout court, dans le sens que moi, c'est des choses qui m'ont frappé. Il y a une belle diversité générationnelle, mais il y a beaucoup de place pour les jeunes aussi. On le voit chez les acteurs. Puis là, des fois, je me dis, c'est peut-être juste moi qui vieillis un peu, qui vois que tout le monde est... T'as l'impression que tout le monde est jeune. Ça. Mais quand même, je trouve que c'est une belle chose. L'exemple le plus probable, moi, je trouve, c'est la pièce Nuance en janvier dans La Petite Licorne. Oui. C'est Stéphanie Desrochers. Elle, c'est sa première mise en scène véritable, là, qui arrive avec une jeune compagnie. Parce que aussi, c'est ça, c'est les artistes entrepreneurs de plus en plus qui font de leur compagnie parce qu'il faut qu'ils fassent des demandes de subvention. Voilà. Puis elle arrive avec ce texte-là d'une autrice américaine et qui questionne la réhabilitation des hommes qui auraient fait des gestes ou qui seraient accusés, répréhensibles. À l'ère MeToo un peu. À la post-MeToo, parce qu'on est un peu dystopique. Fait que c'est comme c'est une parce qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais c'est une compagnie. On n'est pas rendu où? Dans la réputation. Non. On n'est pas rendu à avoir des compagnies. Mais là, c'est génial. Oui, parce que c'est ça. C'est comme s'il disait, on vous garantit que vous allez être réhabilité. C'est une machine d'intelligence artificielle qui est là pour réhabiliter les gens. Il y a une thérapeute, mais qui utilise justement l'intelligence artificielle. Là, à un moment donné, tu peux apprendre à juste dire les bonnes choses pour avoir l'air réhabilité. Oui, puis c'est ça. La thérapeute, elle va voir sa patronne et elle dit, mais je suis pas sûr qu'il dit la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis lui, il dit toutes les bonnes choses. Puis il est super charmant. Très prometteur. Oui, c'est vraiment. Ça. Autre spectacle, Ma Petite Pouliche. Oui. Avec un duo intriguant. Bruno Marcil, Evelyne Ropré. Ma Petite Pouliche. J'ai souvenir de ça. Toi, c'est l'émission pour enfants. Ça fait référence à l'émission pour enfants. Vous êtes complexe, Mathieu. Oui. Femme de Ma Petite Pouliche. Non, mais j'avais une sœur. Ah oui, c'est vrai. OK. Salut Esther. Moi, je connaissais pas ça, mais je l'ai connu à aller. Mais puis ça, c'est basé sur une anecdote vraie qui est arrivée aux États-Unis. C'est un jeune de 10 ans qui s'est fait ostraciser par l'école parce qu'il allait à l'école avec un sac à dos, Ma Petite Pouliche, qui est une émission pour enfants. Et la direction lui a dit aux parents, pouvez-vous lui dire de ne pas venir avec son sac à dos? Fait que ça commence comme ça. Parce que ça déclenche de l'intimidation. C'est comme si c'est à cause de ça qu'il se fait intimider. Oui. Alors, on va enlever la cause, puis on va régler l'affaire. Mais là, on suit donc les parents, puis ce qui est vraiment... On ne voit jamais l'enfant, mais c'est comment on gère ça. Comment un couple est fragilisé aussi par leur position dans un temps X, mais il va y avoir des sauts dans le temps aussi. Fait que les positions de chacun changent. Puis nous, comme public, c'est ça qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, on prend pour la femme, pour la mère, elle dit « Ah ben oui, raisonnable. » Puis là, tout d'un coup, le père, il fait « Oh, non! » Puis moi qui ai un enfant de 3 ans, avec des goûts vestimentaires parfois étranges, c'est sûr que c'est une pièce qui va m'interpeller. C'est certain. Ça veut dire qu'on n'a pas encore ces discussions-là, mais on en a parlé récemment avec mon amoureuse que rendu à l'école primaire, ça va être... Parce qu'à la maternelle, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. On le sait. Mais là, des fois, j'étais comme, s'il met ça, mettons, son manteau rose qu'il aime tant, avec des petits phoques mauves, là, je me demande à l'école primaire s'il va pas se faire écœurer. On parlait de ça, justement. Fait que, vous voyez, c'est une pièce... c'est des bonnes questions. Parce qu'on a mentionné le en fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui, c'est ça. Tiens ton bout. Exactement, c'est ça. Ou achète la... En tout cas, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on dit à la direction d'école? Puis ce qui est encore plus étonnant, il y a quelques mois, il y a eu un père qui est allé dans une école frapper un jeune. Puis moi, je lisais la pièce. J'avais lu la pièce, je pense, 2 semaines avant. Puis je disais, ce bout-là, il est peut-être un peu poussé. Exagéré. Puis 2 semaines après, ça se passe ici dans une école. Fait mais je voulais juste revenir parce qu'on a mentionné Penseur en résidence, Mathieu Bellil. Oui, mais c'est ça. Parce que je me dis, les gens sont largués, mais... OK, alors on est rendu là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Mathieu, dans cette galère? Dans cette idée-là, moi, quand je suis arrivé en poste il y a 5 ans, j'étais adjoint pendant 8 ans. Puis il y a 5 ans, j'ai pris la direction artistique. Puis une des choses que j'avais envie, c'est d'inviter quelqu'un qui est hors du milieu théâtral. On a appelé ça par Penseur en résidence. C'est un regard croisé, en fait. C'est de dire comment quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là peut nous influencer par sa pratique à lui et comment nous, on peut influencer du fait qu'il vient voir les pièces, qu'il réfléchit sur les thèmes qui sont présentés, parce que c'est vraiment
l'apport que cette personne-là, avec son background, comment il peut nourrir et pousser plus loin les thèmes qui sont abordés, comme dans Julie. Donc, quand je... Alors, donc ça fait quand même plusieurs mois là, que vous travaillez ensemble. Non. Fait que lui, il va commencer moi, j'y ai fait la grande demande il y a peut-être un mois. Ah ouais? Fait que écoute, c'était je pensais sur Papineau, vous aviez le genou à terre. C'est ça. Un bouquet de fleurs. On a arrêté la circulation. Non, puis le défi, c'est de trouver... Moi, je connais les pièces. Il faut que j'essaie de trouver des gens qui pourraient avoir un intérêt autour de ces sujets-là. Puis en passant à la pièce de Sarianne Cormier, Julie, ben, je savais que Mathieu était professeur au cégep, fait qu'il est près des jeunes. Fait que moi, j'avais envie de réfléchir aussi à comment les jeunes qui voient des pièces où ils sont représentés, comment ils reconnaissent-ils? Oui, c'est ça. Sauf que là, le penseur en résidence, est-ce qu'il va intervenir dans la mise en scène, les répétitions? Est-ce qu'il va... Il écrit un mot dans le programme de la pièce. OK. Et on fait une discussion après spectacle c'est intéressant, ça. avec Sarianne, Mathieu, animé par Alexandre Cadieux, autour des thèmes, précisément. Donc, vraiment pour creuser. Puis là, il y aurait peut-être quelque chose avec Camille, parce que le showbage... Parce qu'il va écrire pour le showbage aussi. Donc, nos deux producteurs. Ah oui, c'est qu'il vous a écrit, pendant la pandémie. Oui. Puis là, mais c'est aussi ouvert, parce que tu vois, l'année passée, c'était Daphné B. qui était invité. Puis à la fin, moi, j'offre aussi une espèce de carte blanche. Alors, si quelqu'un veut utiliser notre espace, notre penseur, fait que là... Fred, c'est ça. Il cogite. Oui. C'est ça. Mais mon problème, c'est que j'ai beaucoup dit que j'aimais pas le théâtre à la radio. Puis là, les gens de théâtre, ils me croient. Fait que quand j'essaie de leur dire que peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça... C'est pas crédible. Utiliser le théâtre dans une pratique de scène. Mais bon, on en reparlera, là. Mais je pense qu'il faut que je fasse mes amendes honorables. Mais ça t'a inspiré, Mathieu, cette invitation-là? Oui, ça m'a inspiré. Oui, puis là, ça bouillonne. Puis, écoute, on verra. Mais moi, j'adore l'idée. Moi, j'avoue que ce qui m'a... Au début, j'ai dit pourquoi un théâtre m'invite, parce que bon, je suis pas un homme de théâtre. Mais c'est un homme de lettres quand même. On n'est pas très loin. Oui, puis j'enseigne le théâtre aussi un peu, surtout les textes, mais parfois même je fais jouer mes étudiants. Mais j'aimais l'idée de pas être, justement, qu'on me demande de regarder les choses d'un peu de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un peu tout le temps ce que je fais, même avec la société, avec toutes les questions que j'aborde. Je suis un peu dans le rôle de l'observateur engagé, on pourrait dire ça. Puis aussi, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on m'amène des choses que j'ai... Tu sais, comment dire? On vit dans un monde où nos algorithmes nous suggèrent des choses qu'on devrait aimer. Oui. On regarde, on est sur Netflix ou sur n'importe quelle autre plateforme, et là, on vous dit, vous pourriez aussi aimer. Oui. Puis là, c'est comme si tout le monde fait un peu la cartographie mentale de mes goûts et tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive un peu de l'extérieur et qui dit, moi, j'ai envie de te faire voir telle affaire. Je serais peut-être pas allé, tu sais, je sais pas si je serais allé, peut-être je serais allé parce que les sujets m'intéressent beaucoup, mais j'aime cette idée-là d'être confronté à quelque chose qui n'est pas prévu. Oui, tout à fait. Et j'adore ça. Et alors, je trouve ça très, très enthousiasmant. Tu le résumes bien parce que ça vient exactement de cette envie-là que j'ai moi aussi dans l'autre sens. Je suis curieux un peu de tout. Puis, tu sais, j'avais invité Martine Delvaux la première année. Il y a eu Daphné B l'année dernière. Donc, moi, c'est un beau cadeau que je me fais aussi. Parce que je les aurais jamais eu la chance de rencontrer, de discuter avec elles. Puis, est-ce que cette participation, c'est du bénévolat? Ça, c'est une petite blague pour présenter la prochaine pièce. C'est notre gros succès de cette année. On le reprend, on a 10 représentations juste avant Noël, mais c'est une pièce c'est une belle surprise qu'on a présentée 40 fois en janvier-février. C'est particulier. Il y a même eu un article dans Le Devoir samedi dernier pour parler de cette chose-là, puis de la reprise du spectacle de Mathieu Quesnel et Yves Jacques en ce moment, Les Ânes Sœurs. Donc, c'est un texte de Maude de Palma Duquette. C'est ça. Rosanne Derry à la mise en scène avec deux jeunes acteurs. Stéphanie. Ah oui, Stéphanie, excusez. Stéphanie Arav et Mathieu Richard. Exactement. Voilà. C'est formidable. On va aller voir ça. Oui. Ben, dépêchez-vous. Non, mais j'aime bien l'idée, Philippe Lambert, de reprendre. On en a parlé au début, là, mais... La pérennité, dans le fond. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça fait partie de l'ADN aussi. On a été des précurseurs parce qu'on va avoir bientôt 50 ans, mais le fondateur Jean-Denis Leduc avait instauré ça aussi rapidement, de reprendre souvent
2 ans après, parce que souvent, on est pris dans des saisons programmées d'avance. Puis, c'était la vieille licorne aussi, on n'avait pas 2 salles, etc. Là, on se rapproche, on cherche à reprendre encore plus rapidement pour pouvoir surfer justement sur l'expérience puis le bouche-à-oreille. Ouais, c'est ça. Fait que les gens qui l'ont vu en janvier-février, avant même la fin des représentations, on l'a annoncé pour décembre. Ouais. Donc, on ne perd pas de public parce que l'idée, c'est ça, c'est de ne pas perdre le momentum. C'est quand il y a un spectacle parce que les gens oublient, des fois. Voir, allez, profitons-en, allons-y au bout. Mais c'est qu'il y a beaucoup de spectacles aussi dans diverses disciplines. Donc, c'est difficile aussi si on attend trop. Et une première série de représentations ne va pas atteindre tout le public qui n'en a pas entendu parler ou trop tard. Là, de le reprendre, mais ça donne une occasion aux gens qui l'ont entendu parler d'y retourner. Tu sais, on parlait en vase clos un peu parce que là, quand on sort d'un certain nombre de publics conjoints, là, tout d'un coup, on rejoint des gens qui sont jamais venus, puis qui font, mon Dieu, c'est bien le fun, la licorne ou tel autre théâtre, mais et là, c'est intéressant, parce que sinon, on prêche pour des convertis. Tout à fait. On termine avec le spectacle de Simon Boudreau. Ben oui, justement, je pensais à ça. Il est venu ici parler de son l'autre show d'avant. Qui est à la licorne. Je suis un produit. Voilà. Oui. Simon est tellement drôle. Simon, donc, c'est son 3e spectacle. Il avait fait Comment je suis devenu musulman. Je suis un produit. Et là, c'est un titre très évocateur. Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu dis. Ben oui. Il questionne. C'est une pièce à tableau encore, des courtes scènes très punchy. Très. Il y a un humour grinçant. Un peu. Même au lancement, il nous a eu. Là. Il y avait il sa nous a vraiment eu. de. Il a fait on le dit-tu? Ben oui. Il a fait une super belle citation. Quand même, sur l'art, la pérennité de l'art, la musique. Puis là, tout le monde est comme « Ah, c'est beau! » Puis là, à la fin, il dit cette phrase a été dite par Adolf Hitler. Ah ouais? Là, t'es comme « Oups! » C'est ça. Fait que c'est exact. Ça résume bien ce qu'il veut nommer, ce qu'il veut questionner. C'est les identités, comment on perçoit les autres, comment on s'auto-définit aussi. Puis c'est beaucoup d'humour. C'est vraiment. Ce que je me trompe, c'est qu'il joue un petit peu sur des fois, toutes ce qu'on pourrait appeler des sortes de pétitions de principe. C'est-à-dire, faut dire les bonnes choses, faut toujours être du bon côté, mais des fois, c'est pas toujours des. En fait, parfois, c'est pas nécessairement très senti ou pensé. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est drôle parce que c'est né d'un événement qu'on avait programmé juste avant la pandémie, qui s'appelait Qui parle. On avait réuni tous nos auteurs en résidence parce qu'on a comme un pool d'auteurs. Oui. Et le thème, c'était Qui parle. Et lui, il avait écrit donc des courtes scènes. Puis on ne l'a jamais fait à cause de la pandémie. Il est mort. Donc là, il a dit, ça, c'est bon, c'est fort, ça résonne. Il y a quelque chose là. Fait qu'il en a écrit d'autres. Et il va jouer dedans aussi, Simon, parce qu'avant, il faisait la mise en scène. Puis c'est un super bon acteur aussi. Là, comme c'est une coproduction avec La Bordée, c'est une... Je termine, Philippe, sur la philosophie des abonnements. Est-ce qu'il y a d'un théâtre à l'autre, ça se ressemble, ou il y a vraiment des théâtres comme la Licorne ou ailleurs qui décident de offrir un abonnement particulier pour une clientèle particulière? Est-ce qu'il y a j'exprime peut-être mal ma question, là, mais... Parce que il y en a. Tu veux dire, est-ce qu'il y en a qui croient une encore approche, à l'abonnement? Genre, il y avait des visions. Là, je me souviens, Wajdi, quand il est arrivé au Katsu, il avait dit non, on n'a plus d'abonnement. Ah ouais? Fait qu'il y a du... Et là, il y a des abonnements au Katsu. Je pense qu'ils veulent essayer de revenir, mais il y a différentes formules. Des fois, c'est des billets moins chers avant. C'est mais ça. nous, ça a été depuis longtemps. Puis je pense que c'est une de notre force parce que ça devient comme... Tu me dis une communauté. C'est exactement ça. On est au-delà de 2000. 2000 abonnés? Oui. Pour notre petit... Et puis ça, c'est beaucoup. Pour notre 2 petites oui. salles, puis une jeune compagnie. Puis c'est ça que les jeunes aiment, c'est que ça leur assure un fond de salle important. Ils peuvent budgéter en fonction de dire, OK, il n'y aura pas juste 30 personnes par soir. Et alors ça, c'est formidable, mais c'est une force puis qui s'est bâtie au fil des ans. C'est pas quelque chose qu'on fait et qui continue à travers des programmations. Alors, si on peut en perdre, il n'y a jamais rien d'acquis. Mais non, évidemment. Il y a des mouvements, des fois, dans des théâtres, juste au niveau de l'écosystème, de dire, tout d'un coup, il y a un autre théâtre qui l'aime, puis, OK. Fait qu'il faut garder
activité foisonnante et riche. Merci d'être venu nous présenter ça, Philippe Lambert, Mathieu Bellil. Mathieu, on va se retrouver, nous, d'ici la fin de la saison. Je vais aller piger dans tout ce que vous avez envoyé. Là. Et on va bien sûr aller à la Licorne. Je vais dire aux gens, abonnez-vous, mais allez-y. Oui. Allez-y. Parce que c'est vrai que c'est une expérience théâtrale qui est différente, unique. C'est une salle très particulière. Ouais. Elle est faite, on m'a expliqué, c'est un des auteurs, François Archambault, qui m'expliquait comment ça avait été de la vieille Licorne à la nouvelle, pour pas que ça devienne un truc trop grand et en hauteur et où la voix se perd. Là. Comme la comédie canadienne avant. Là. Les plafonds sont bas. Ou mettons, du CEP, c'est très beau. Je veux dire, ils font du bon théâtre. Oui. Non, il n'y a pas de compétition. On est tous une famille. Mais c'est quand même un truc, où t'as le stage où tu te sens un peu en dessous, là. Mais en fait, c'est pas pareil. À la Licorne, c'est beaucoup plus très proche. Puis c'est ça aussi qui a fait que c'est les textes qui ont toujours été mis de l'avant, parce que c'est pas les scénographies nécessairement. Non, c'est ça. C'est les acteurs, les textes, la vérité, parce qu'on est proche. Fait que tu veux dire, t'as beau me faire une belle grimace ou parler fort, ben c'est le contraire. On peut pas tromper l'attention du spectateur avec de beaux décors. Si le texte n'est pas à la hauteur, ils seront à la hauteur. Puis on a un super bar aussi. Tellement accueillant. Ça, Philippe, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai été pris en photo devant. Bon. Donc, je serai le penseur buveur en résidence. Épicure. Et si vous croisez quelqu'un, les mains dans le dos, qui regarde le regard hagard un peu, c'est le penseur. C'est le penseur. Merci, messieurs. Merci. Hélène Faradji! Fred, ça va? Mais où êtes-vous? Mais je suis très loin, je suis sur la radieuse Côte d'Azur en plein festival de Cannes. Bon, je suis très content que vous soyez là parce que les gens ne savent pas, mais ça fait depuis la première saison que vous chialez de jamais être capable d'aller à Cannes. Bon, évidemment, c'est pas la balado qui vous envoyait là-bas. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais ça ne saurait tarder. Saurait tarder. Est-ce que vous portez plusieurs chapeaux là-bas, Hélène Faradji? Non, je porte mon chapeau de directrice de la programmation du Festival de Québec. Alors, je suis très chanceux de vous avoir là, à la balado. Donc. Effectivement, je ne parle à aucun autre média, sachez-le. Ben, c'est très cool. Là, donc là, est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes en repérage? Oui, je regarde des films, je rencontre des distributeurs, des agents de vente internationaux, j'essaye d'avoir des films. De la grosse business, Fred. Mais c'est quand même un peu nouveau tout ça pour vous, Hélène, là? Complètement. C'est complètement nouveau. J'improvise totalement. Wow, c'est donc belle fun! Mais c'est très excitant. Vraiment, c'est une ambiance particulière, Cannes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de glamour, etc. Mais ce qu'on ne voit pas quand on le regarde de l'extérieur, c'est justement tout ce qui se négocie ici, tout ce qui se trame. On entend parler des films à venir. On commence à voir un petit peu comment va se dessiner la prochaine année de cinéma. Donc, il n'y a pas que la compétition et le tapis rouge. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est toute l'industrie du cinéma qui se retrouve ici et qui règle la prochaine année, en fait. Bon, écoutez, moi, à plus petite échelle, j'ai déjà connu l'effervescence de la Bourse Rideau, qui est l'espèce de gros congrès qui dure plusieurs jours de tous les diffuseurs au Québec. Il y a une partie spectacle, il y a une partie vitrine, mais il y a aussi une partie qu'on appelle le marché, où on peut se promener de kiosque en kiosque pour aller voir qui a des spectacles à proposer aux diffuseurs. J'imagine qu'à Cannes, c'est un peu il doit y avoir ce type d'événement-là aussi. Ben, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis en face de l'entrée du fameux marché du film, qui est peut-être le double de superficie du reste. C'est qu'en fait, c'est vraiment là que tout se passe. Et à l'intérieur, c'est plein de petits kiosques de partout dans le monde. Alors, il y a des représentations nationales, il y a des distributeurs, il y a des affiches de tous les films qui s'en viennent ou qui sont en préparation. Parce qu'évidemment, les gens ici essayent de trouver des sous. Comme tout le monde. Voilà. Oui. Et là, en tant que directrice d'un festival de cinéma, là, on va le dire, la saison 7 de la balado va commencer au Festival de Québec, au Festival de cinéma de Québec. On va le faire tout l'épisode ensemble. J'ai très hâte, ça va être devant le public, hein? Absolument, ça va être devant public. Donc, on invitera tous nos auditeurs et nos auditrices, ceux qui sont à Québec, mais ceux qui sont à Montréal aussi. Ils peuvent venir, c'est pas très loin. Non, tout à fait.
venez, on va avoir du fun. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça va être le 13 septembre. Ça va être le vendredi 13 septembre. Puis en plus, moi, je vais faire une soirée DJ le lendemain. Qui va être, oui, c'est ça, qui va être ouverte à tout le monde. On ne sait pas encore la salle. Mais pour ce qui est du festival, Hélène, on va en reparler évidemment l'année prochaine, mais je crois que le festival veut opérer un certain virage. Absolument, ouais. On a décidé de réorienter un peu ce festival-là en lui donnant une tonalité, ça étonnera personne, mais un petit peu plus sociopolitique. Donc, Donc, on va s'amuser en fait à remettre le cinéma au centre des préoccupations citoyennes de tout le monde. Wow. En fait, ce qu'on veut, c'est que les films deviennent le point d'entrée de grandes discussions collectives sur les enjeux qui nous touchent tous et toutes. On veut que, par le cinéma, on puisse se réapproprier le monde dans lequel on vit. Donc moi, j'essaye de trouver les bons films pour ça. Et puis pour le reste, ça va être toutes sortes d'événements autour des films, des discussions, des échanges, des Fred Savard qui vont être là pour animer ça. Non, mais Hélène, je trouve ça vraiment touchant parce que, dans le fond, tout ce que vous nous rappelez, toute votre vision, en fait, dans les chroniques qu'on fait depuis 6 ans ici, se matérialise dans votre poste de directrice artistique, si on peut dire, de ce festival-là, pour la sélection. C'est quand même fou. J'espère que ça va être cohérent en tout cas, parce que moi j'ai effectivement l'envie que le cinéma ça arrête d'être juste un truc pour divertir ou pour distraire, qu'on comprenne que c'est beaucoup plus que ça. Puis ça paraît naïf et peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais un film ça peut changer le monde. Et ça j'y crois. Et on va essayer de faire en sorte que ce festival-là soit à la hauteur de cette idéal-là. Ouais. Bon, je vais vous laisser aller au gros marché là, pour pas que vous échappiez effectivement. Un film ou deux qui va être présenté l'année prochaine. De toute façon, on va se réentendre à la balado à votre tour. Là, c'est pas fini. Là. Mais évidemment, évidemment. Je dors un peu et je vous reviens. Ça marche. Merci Hélène. À bientôt. À tout bientôt, Fred. Salut. Bye. Lucas Bergeron, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis présentement au doctorat en psychologie clinique à l'UQAC, donc à l'Université du Québec à Chicoutimi. Souvent, comme font les personnes qui étudient dans ce domaine-là, on doit faire un peu de recherche. Oui. Un peu. Oui, un peu, c'est ça. Fait que dans ce cas-ci, moi, ça fait 3 ans que j'en fais à peu près. Oui. Principalement avec des professeurs en travail social. Oui. Je dirais être entré dans ce monde-là. J'ai collaboré avec des chercheurs de l'UQAC sur divers projets. Oui. Notre dernier projet, qui était un peu le plus grand et le plus gros auquel j'ai participé, je me disais qu'il y avait peut-être un intérêt à le présenter. Et c'est pour ça donc que je vous ai contacté. Voilà, est-ce que vous êtes auditeur de la balado? Oui, tout à fait. Et vous savez que la balado fait de la mobilisation de connaissances de plus en plus. Je suis très heureux de développer ce créneau-là. Et là, vous m'avez écrit sur un de vos projets de recherche, donc, l'influence réciproque dans la relation grand-père-petit-fils. Oui, l'influence réciproque dans les relations grand-père-petit-fils des modèles de masculinité. Donc, alors, je trouvais que c'était intéressant parce que cette réflexion-là sur la masculinité, elle est dans l'air, mais cet angle-là est peut-être moins abordé. Au Québec, on a certains chercheurs experts en masculinité. Masculinité avec un S, je dirais, les diverses masculinités. Oui. Il y en a aussi qui sont... je pensais qu'il y avait juste la toxique, parce que dans les médias, il y a juste la toxique. Puis on voit que c'est encore un sujet qui est assez nouveau. Là. Donc on a certaines études quand même à travers le monde, par exemple, sur la grand-parentalité. Oui. Grand-parentalité masculine, un petit peu moins, parce qu'avant, on avait plus l'angle de la grand-parentalité. On parlait plus un peu des femmes, donc des grands-mères. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, en gros? En fait, un petit mot sur la méthodologie, rapidement. Oui, donc nous, c'est une étude qualitative. Oui. Donc, on a interrogé... Au départ, on voulait interroger 10 dyades grands-pères petits-fils. Donc, au final, on a pu recruter 10 grands-pères, 5 petits-fils. Des fois, les petits-fils, c'est un peu moins disponible pour la recherche, malheureusement. Oui. Donc, ça, on a interviewé les grands-pères. On avait une grille d'entrevue. Oui. Après, on regardait quel thème un peu revenait, avoir une saturation des données. Et l'objectif de la recherche? C'était vraiment mieux de comprendre les liens intergénérationnels entre les grands-pères et les petits-fils, donc voir comment est-ce que les générations peuvent s'influencer un peu entre elles, voir aussi comment circulaient les valeurs liées à leur pratique de la masculinité, donc comment est-ce que les grands-pères influencent la manière dont les petits-fils pratiquent la masculinité et inversement, parce qu'on voit que l'influence c'était un peu des deux bords. Quand on parle de valeurs, jusqu'à quel point donc le dialogue entre les générations s'opère quand on est dans une relation grand-père-petit-fils dans les années 2000?
C'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même des changements de certains points de vue, certaines pratiques, par exemple. Il y a des grands-pères qui mentionnaient qu'eux, justement, par exemple, le fait de parler de leurs émotions, c'était pas une chose qu'ils faisaient, par exemple, qu'il y avait avec leurs propres enfants ou quand ils étaient, par exemple, plus jeunes, mais qu'avec leurs petits-enfants, ça leur avait, par exemple, ouvert un peu la porte sur ce monde-là, puis être plus expressif, montrer plus son affection, plus parler de leurs émotions avec leurs petits-enfants. Ouais. Est-ce que ça, c'est spécifique à votre objet de recherche ou dans la littérature existante, vous avez remarqué que souvent, le grand-père va avoir des comportements différents avec ses petits-enfants, peut-être une espèce de processus de compensation. Il y a plusieurs exemples qu'on peut un peu pour voir un peu ce phénomène-là, mais vraiment, comme vous le nommez un peu, c'est des grands-pères justement qui se sont dit peut-être que telle chose j'aurais plus pu le faire, ou ça je l'ai pas assez fait, ou telle chose je l'aurais voulu la changer par rapport à ma paternité. Ouais. Avec leur grand-parentalité, souvent, ils peuvent avoir des changements à ce niveau-là, au niveau de leur pratique. OK. La conception de la masculinité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que j'imagine que ces grands-pères-là avaient arrivé avec leur bagage sociologique, les valeurs de leur génération, de leur époque au Québec. On est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, quand même, ça aussi, j'imagine, géographiquement, je ne sais pas à quel point il y a des valeurs différentes qu'ailleurs au Québec, là. Mais j'imagine que pour un chercheur, c'est intéressant. Oui, c'est sûr que ça, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'encore une fois, entre les divers individus, ça ne va pas être pareil. Oui. Par exemple, dans la masculinité plus traditionnelle, où est-ce que être un homme, être une femme, c'est très un peu binaire, on a des rôles qui appartiennent à chacun. Bon, on peut voir que même, il y a certains grands-pères qui disaient que, dans notre étude, que de voir leur petit-fils agir avec, mettons, leur conjointe, avec des femmes en général, ça influençait un peu leur manière un peu à eux-mêmes, les grands-pères. Oui, parfois, ça peut faire ça encore là. Dans quelle mesure, c'est quel pourcentage, c'est dur à dire un peu, mais pour certains, en tout cas, par exemple, je me rappelle d'une personne qui disait que lui, il avait envie de plus prendre l'avis de sa conjointe, par exemple, quand il prenait des décisions, de plus tenir compte de ça, puis c'est suite à avoir observé son petit-fils avec sa copine. Un peu plus de souplesse dans sa masculinité. Encore là, c'est assez complexe parce qu'on voit que certains hommes, par exemple, dans leur discours, vont vouloir se détacher de la masculinité plus traditionnelle. Ils vont un peu s'en détacher en montrant que, par exemple, ils parlent de leurs émotions, ils font plus certaines choses, ils sont peut-être plus doux, il y a peut-être la partie aussi contrôle, il y a moins un aspect hiérarchique dans la relation grand-père-petits-enfants. Généralement, c'est plus, justement, on est plus sur un pied d'égalité. Des fois, par le discours, on voit des changements, des fois, on voit quand même qu'ils refont appel à des éléments quand même de masculinité plus traditionnelle, donc il faut travailler fort. J'imagine faire les choses jusqu'au bout. Oui, c'est un très bon exemple. Ça se réalise par le travail. Donc, il y a un peu des appels à ce modèle-là de masculinité. Des fois, ils s'en distancent aussi. Donc, c'est un peu une danse autour de tout ça, je dirais. C'est intéressant. En fait, les enfants de quel âge? On prenait des personnes majeures uniquement. Puis là, pour des raisons peu de hasard, c'était tous des jeunes hommes dans la vingtaine à peu près, je crois. Par contre, on avait quand même des grands-pères qui avaient donc des petits-fils plus âgés avec qui on a parlé, puis quand même des plus jeunes. Donc, on avait un peu les deux. Au final, on a quand même pu y toucher un petit peu. Donc, c'est sûr que nous, on a quand même des personnes qui avaient en général une assez bonne relation. Une relation qui était quand même traversée par certains phénomènes. Généralement, quand on quitte l'enfance, qu'on va plus vers la vie adulte, il y a la distance géographique qui vient. Des fois, on a plus des changements de champ d'intérêt. Des fois, on a les études. Des fois, on a des copains-copines. Donc, ça peut un peu changer la proximité ou le fait de pouvoir se voir vraiment fréquemment. Est-ce que vous avez pu mesurer le phénomène qu'on retrouve souvent en littérature? Une espèce de saut, c'est-à-dire que un jeune peut avoir une mauvaise relation avec son père et va se servir de son grand-père pour... Pas comme un exutoire, mais... Ouais, non, mais je pense que vous voulez dire... c'est sûr que, par exemple, on avait vraiment des grands-pères qui mentionnaient vraiment de manière très explicite si jamais, par exemple, mon petit-fils est en conflit avec ses parents, j'aimerais qu'il puisse savoir qu'il peut toujours me parler à moi puis garder un lien quand même. Du point de vue des petits-fils, souvent, déjà, eux, leur grand-père, c'est vraiment un modèle de c'est quoi être un homme, un modèle de masculinité. Donc, des fois, ils vont vraiment s'inspirer ou du moins quand même voir un peu comment leurs grands-pères font pour eux-mêmes décider qu'est-ce qui va être important pour eux ou pas dans le propre modèle qu'ils vont se donner. Et on avait des petits-fils qui disaient quand même, justement, que parfois, avec certains sujets, ils étaient plus à l'aise de parler avec leur propre grand-père qu'avec leurs parents, dans certains cas. Ben oui. Parfois... Oui, ils vont garder certaines conceptions des modèles de masculinité plus traditionnels, mais beaucoup quand même gardaient plus une distance avec ces modèles-là, puis disaient plus faire leur propre modèle, décider un peu de qu'est-ce qu'ils voulaient faire, puis se sentaient un peu, en tout cas, dans ceux qu'on a interviewés, se sentaient peut-être moins contraints justement dans ce modèle-là plus traditionnel. Il semble avoir une ouverture des grands-pères sur la réalité d'aujourd'hui, et que dans le fond, leur petit-fils, c'est la porte d'entrée.
Ouais, il y a vraiment une porte d'entrée, comme je me rappelle un grand-père qui mentionnait justement que lui, c'était à être en contact avec, je pense, les millénarios, cette génération plus jeune, dirait, ben moi, sans mes petits-enfants, j'aurais pas eu de contact avec ces personnes-là, peut-être que j'aurais moins bien compris certaines choses, puis dans ce cas-ci, je pense que oui, ça ouvrait la porte à certaines pratiques, certaines conceptions, certaines nouvelles idées, donc en général, les gens disaient tous qu'il y avait été, la grosse majorité disait qu'il avait été quand même changé, d'au moins une manière, par la relation, par rapport à leur conception, par rapport à plein de choses, par rapport à la famille, au contrôle, masculinité en général, masculinité plus traditionnelle, donc il y a vraiment des influences. Bon, là, évidemment, vous cherchiez des gens qui ont une relation. Est-ce qu'il y a beaucoup de solitude? Ça a été difficile de trouver des dyades, justement, comme vous disiez au début? Nous, ça a été assez facile, donc c'est ça. Évidemment, vous cherchiez peut-être pas ça, fait que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant, mais... oui, bien sûr que parmi nos participants, c'est vraiment tout le monde. Ouais. Il y en a certainement, par exemple, qui n'ont pas de relation pour diverses raisons, eux, dans ce cas-ci, peut-être que la relation va prendre une moins grande importance dans leur vie. Mais vraiment, pour ceux qu'on avait, c'était vraiment une relation très significative, où est-ce qu'il y avait un côté un peu d'avoir un compagnon, des fois d'avoir un mentor dans certains contextes, d'avoir de l'affection. Donc vraiment, pour les personnes qu'on avait, c'était vraiment très significatif. C'est sûr qu'après avoir fait la recherche, je me dis que clairement, donner des occasions aux gens de mettre à profit cette relation-là, d'aller voir chercher tous les bénéfices pour en retirer, par exemple, la solitude, bien sûr que nous, une de nos questions portait sur est-ce que selon les participants, donc les grands-pères et les petits-fils, est-ce que la relation était bonne pour leur santé mentale, leur santé physique? Après, c'est ce que nous rapportent les participants. Donc, nous, on ne le mesure pas par d'autres mesures que ça. Beaucoup de grands-pères mentionnaient que d'avoir un compagnon de jeu, d'avoir quelqu'un qu'on peut voir, d'avoir de la jeunesse proche de soi, ça évite un peu d'être seul. La solitude, on sait que c'est un gros problème dans ces groupes d'âge-là. Donc, clairement... En fait, il faut multiplier les occasions que les grands-pères voient leurs petits-enfants. Est-ce que vous allez approfondir ce créneau-là ou vous allez tourner votre regard sur autre chose? Moi, à base, je suis vraiment tombé, je dirais, dans ce bain-là, vraiment par hasard. Là. Je cherchais juste à faire de la recherche, puis je suis tombé sur ces chercheurs-là qui m'ont vraiment permis de faire plein de choses et dont je suis très reconnaissant. C'est sûr que mon sujet, par exemple, moi, d'essai doctoral, est un peu dans cette lignée-là. C'est un peu différent. C'est l'effet de la socialisation masculine et de certaines variables liées à l'autorégulation chez les hommes et les femmes qui vont avoir une consommation de substances psychotropes, donc alcool, drogue, puis on peut regarder le fait d'avoir une conformité à des normes masculines. Est-ce que justement ça vient impacter la consommation de substances? Est-ce que ça vient de quoi? D'une protection? Est-ce que ça vient vraiment être plus dangereux pour la santé? Intéressant. Donc, dans 2 ans, techniquement, 2 ans et demi, vous allez pouvoir revenir nous en parler? Techniquement, oui. Si tout va bien, ça devrait être possible. Hey, merci, Lucas Bergeron. J'aurais probablement pas parlé de ça si vous m'aviez pas écrit. Et en plus, vous écoutez les balados. Bravo, vous êtes un homme de goût. Et on se retrouve dans 2 ans pour les résultats de votre doctorat. Merci beaucoup, j'espère. Salut. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut presque ce 32e épisode de la balado. Merci à Lucas Bergeron qui est descendu de Chicoutimi. Je sais qu'on dit maintenant Saguenay, mais moi je dis Chicoutimi, qui est descendu de très loin pour venir nous présenter ses résultats de recherche. Merci à Hélène Faradji qui était à Cannes. Merci à Mathieu Bellil et Philippe Lambert. On va bien sûr s'abonner, idéalement, au Théâtre de la Licorne, ou au moins aller voir quelques pièces. Et voilà, merci bien sûr à Coralie Laperrière. N'oubliez pas d'aller acheter des billets pour Le Vieil Homme et la Mer, ça va être complètement fou. Et là, je vous l'avais dit en intro, j'ai quelqu'un devant moi. Ludovic Savard. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Arrête-moi là. Alors, ben là, on a attendu quelques temps pour présenter ce qu'on va présenter, qui est... Post-mortem, The Culture Keb. Voilà. Alors, ce projet, c'est une chaîne YouTube, c'est des courts épisodes filmés. Parle-nous de ça, Ludo. Oui, OK. Donc, c'est un dialogue intergénérationnel sur la culture québécoise pour donner tort à Jean-François Lisée. Ouais. Et pour t'amener voir des... Oui, pour m'ouvrir à la culture québécoise. T'étais pas complètement fermé. On en a parlé ici, là, c'est pour ça. Ouais. Dans le fond, le point de départ, c'est quand t'étais venu... C'est quand j'étais venu. Il y a plusieurs semaines. Il y a un petit bout, Ouais, voilà. Puis on a commencé ça. C'est ça. Alors, c'est vraiment sans prétention. C'est des épisodes filmés. On en a 4. La chaîne YouTube, on peut la trouver où? Ben, sur YouTube. Quelle question intelligente. Mais comment ça s'appelle exactement? Elle s'appelle Post-mortem The Culture Keb. Avec un Z? Avec un Z à The et un K à culture. Voilà. Et Keb?
avec aussi un cas. Oui. Alors voilà, c'est 4 épisodes. Ça dure à peu près 10 minutes maximum. On est allé voir du théâtre, allé voir de la musique. Il va y avoir des livres. On va en faire d'autres durant l'été. Il y en a un qui arrive prochainement. Là. Oui, c'est ça. Ça va être vraiment le fun. Et on va également mettre le lien pour aller écouter l'épisode. En fait, dans la prochaine infolette, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi sur TikTok et Instagram. Oui, voilà, il y a un compte Instagram, il y a un compte TikTok. Et là, je pense via YouTube aussi, on pourrait la distribuer sur toutes les plateformes balado. Paraît qu'il pourrait avoir une version audio. Ça, il va falloir que tu vérifies ça parce que faut quand même le dire, Ludovic Savard, oui. On va se vous voyer, même si ça me fait rire. Vous êtes responsable des réseaux sociaux aussi de la balado. En effet, M. Savard. Oui, parce que vous êtes incapable de vous trouver un travail ailleurs. OK. C'est une petite blague. D'ailleurs, vous êtes en recherche de travail. Oui. Non, mais il faut le dire, on a des auditeurs qui peut-être pourraient, et des auditrices qui pourraient vous engager. Oui, je suis en recherche de travail parce que la balado arrête pendant l'été. Oui, voilà. Puis je vous paye pas si bien que ça parce que vous êtes en train d'apprendre ce merveilleux métier d'édimestre qu'on ne dit plus depuis des années. Qu'est-ce qu'on dit maintenant, les jeunes? On dit quoi quand on parle de... On dit responsable du média social. Bon. Ça n'est pas très compliqué. Et là, pour montrer qu'on a de la suite des idées, Ludovic Savard, on va mettre je t'ai demandé... Ah oui. De choisir une chanson pour terminer l'épisode comme on le fait à chaque semaine. C'est, je pense, le premier artiste de musique québécoise que j'ai aimé. À part Omnicron. Ouais, mais ça, c'était de toi, genre. Oui. Ou genre les Charbonniers de l'Enfer quand j'étais tout petit. Oui. Donc c'est Yes Mikan avec son premier album. Ouais. Qui est Yes Mikan? Ben, c'est un rappeur. Oui. Il faisait partie des Bees, voilà. Puis il a commencé une carrière solo. Oui. Son premier album était très bon. Oui. Ensuite, après ça, il a fait Fugueuse. Après, il a fait Fugueuse, c'était un flop monumental ce qu'il a fait après. Mais... Ben, je pense que ça a pogné un peu, mais nous, on trouvait ça moins intéressant. J'ai vraiment beaucoup moins aimé que son premier album. Ouais, qui est un mini-album. Ouais, c'est juste 7 tunes. Oui, voilà. J'ai choisi FPTN, Fais pas ton niaiseux. Oui. J'aime beaucoup, puis je trouve que c'est vraiment excellent. Puis, il est avec CDX ou CDX, je me souviens qu'on dit CDX, qui est un artiste hip-hop. C'est sûrement celui qui a peut-être fait la prod. Voilà. Alors, merci Ludo. On va l'écouter, bien sûr, post-mortem The Culture Keb. Et j'espère que vous nous écrirez pour nous dire ce que vous en pensez. Ou pour des recommandations d'œuvres. Ou si vous détestez ça. Ouais, aussi. Voilà. Alors, merci Ludo. On se retrouve dans 5 minutes pour aller dîner. Oui, exactement. Salut! Même sur la route, on est dans maison. Profites-en pendant qu'on est en saison. Puis si un jour tout ça s'arrête sans raison, je ferai ma crémaillère au pas de pendaison. D'ici là, ils se demandent tout ce qu'on escompte. Faut blow up, mon gars, ça c'est sans question. Le fond de l'air commence à être parfumé. Le buzz est allumé, puis sans pression. Still, y a des jours où je me sens personne. Je me souviens de nos shows devant 100 personnes. Je suis toujours tout seul, jamais sans personne. Psst. Faut pas qu'elle s'en aperçoive, mais la fille là-bas, j'aimerais ma poignée. Nice legs, parfait, body. Half keb, half hey, bonnet. Jeune clad, cherche vrai bonnet. Ride comme un vrai bonnet. Pour casser sa patte, je pense que je vais tenter ma chance. En plus, elle arrête pas de checker ma chaîne. Oh, tu devrais t'abonner. Descends dans l'underground sans rappel. On close avec Tony Hawk sans rappel. J'parie que les francs ouvertes s'en rappellent. Nous on se demandait juste où on sort après. C'est temps si je reste à la maison, je sors à peine. Dérange-moi pas, mais je suis dans ma bulle. S'ils savaient ce qu'on fait pour ces dollar bills, ils mettraient leur meilleur homme sur la piste. Essaye pas de nous catch, on est trop rapide. Ton boy frappe un mur en automobile. En F1 sur le circuit G9, comme le gars qui voulait rentrer dans police. On n'a jamais voulu rentrer dans police, sauf des manifs quand on rentrait dans police. Quand je trouvais que la vie était trop pas juste. Maintenant tu peux me voir au métropolis, yeah. Je connais cette fille, elle était belle et pure. On lui a dit que la vie est dure. Maintenant elle strip pour les billets bleus. Fais pas ton niaiseux, 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 yeah yo, fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah yo, fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah yo, fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, avec des necks qui ont des armes à feu, fais pas ton niaiseux, yeah yo, fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah yo, fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah yo, fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, avec des necks qui ont des armes à feu, yeah yo, yeah yo, yeah yo, yeah yo, yeah. J'suis sur la liste OMS, pas TNM. Fuck la disque, il me faut juste une DSL. Le but c'est de bord comme à DSN, qui t'a brisé quelques cœurs comme DSL. De
dans mon cœur, il y a que des glaçons. Tu peux le voir dans mes deux yeux comme des garçons. Je te conseille d'éviter de te mettre dans le futur afin d'éviter toute future complication. J'suis avec les requins dans l'aquarium. Cherche pour une Barbie comme Aquanem. Moi juste pull up sur au calme avec un swat. Moitié alcool up, y'a point up. Yeah. On veut les billets. Quitte à pied, BMO. Fais pas ton niais. C'est vrai que tout a changé quand j'ai pogné 25. J'aurais pu faire le cave et pogner 25. Pensez pour ceux qui sont partis trop tôt. Trop tôt pour pogner 25. Pareil que la vie est ainsi faite. À chacun ses gloires et puis ses défaites. C'est pour ça que les homies like le day. Et puis qu'on trinque à nos bénéfices. J'connais ce kid, il était sweet et pure. Il a vite appris que la vie est dure. Maintenant il veut que des billets bruns. Fais pas vos niaiseux. Fais pas ton niaise. Fais pas ton niaise. Fais pas ton niaise. Fais pas ton... Hey. Fais pas ton niaise. Fais pas ton niaise. Fais pas ton niaise. Fais pas ton niaiseux, yeah, yo. Fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah, yo. Fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah, yo. Fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux. Avec des necks qui ont des armes à feu. Fais pas ton niaiseux, yeah, yo. Fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah, yo. Fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux, yeah, yo. Fais pas ton niaiseux, fais pas ton niaiseux. Avec des necks qui ont des armes à feu, yeah, yo. 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 Yeah. Yo. Est-ce que tu m'entends? Ah non, on peut pas les faire. Pousse-moi. Non, je comprends pas. Yo, les gars sont toujours fâchés. Oh, shit. Yo, les gars sont toujours en voyage. Ben yo, ouais, pis, toi, tu veux pas y aller? C'est ton problème, poussez-moi. T'es un niaiseux. T'as fait ton niaiseux. T'as arrangé ton shit. C'est ton problème. Hey. Je vais répéter. FPTM. Quand tu regardes bien, ça veut dire fais pas ton niaiseux. Hey, est-ce que tu m'entends? Hey. Est-ce que tu m'entends? Ok, mes deux mains sont en l'air. Shoot pas. Non, c'est moi qui shoot. Pussy.